François Vitouzet, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir et merci de me recevoir. Merci de m'accorder de votre temps. Vous êtes le directeur général de Vivatech et je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Malcolm X qui souligne « Je suis avant tout un être humain et en tant que tel, je suis pour ceux qui veulent le bien de l'humanité. » Voilà la manière dont il se présentait. Et vous, François Vitouzet, qui êtes-vous? Alors, j'espère que moi aussi je peux faire mienne la citation de Malcolm X et j'espère aussi vouloir le bien de l'humanité à une mesure beaucoup plus humble. Donc moi je m'occupe de Viva Technologies, donc je suis le directeur général de ce qui est devenu en 7 ans le plus grand événement tech, digital, start-up d'Europe, si ce n'est du monde. Alors c'est un événement qui dure 4 jours, qui rassemble des entreprises, des start-up, des speakers du monde entier. Il y a 140 pays qui se retrouvent à Vivatech. Et cette année, on a accueilli 165 000 personnes. Donc c'est colossal, c'est énorme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle à Vivatech de business, on parle aussi de ce qui va faire l'avenir. Quand on dit l'avenir, c'est plutôt demain qu'après-demain de nos vies, de nos entreprises, de notre planète. Et puis aussi, et je pense parce que c'est le terreau, l'ADN européen et français de Viva Technologies, on se pose aussi des questions sur la tech. À quoi ça sert? Comment on se projette avec elle dans le futur? Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce que peut-être aussi peut nous faire peur dans la tech? Et ce qui est intéressant, c'est que nos amis de la technologie, les start-upers, Elon Musk, Mark Zuckerberg, répondent et viennent nous partager leur vision. Mais on a aussi le plaisir d'accueillir des chefs d'entreprise, des personnalités, comme on dit, de la société civile, des associations, aussi des gouvernements. Et donc on croise tous ces regards et ça fait en général 4 journées très stimulantes. Excellent. Jean, on va reparler de certains points que vous venez d'évoquer, mais simplement, avant de commencer, si je puis dire, la réflexion, quelle est, selon vous, votre plus belle qualité? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous-même. Moi, je crois que je suis quelqu'un de joueur. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que je pense que le fait d'être joueur permet d'avoir un regard à la fois extrêmement, j'allais dire, lucide sur le monde, parce que le joueur est celui qui anticipe les coups, voilà. Et en même temps, le joueur, c'est celui qui sait mettre de la créativité. C'est aussi celui qui sait mettre de l'humour et qui souvent est comment dire, conduit par le plaisir de gagner, mais surtout pour le plaisir de jouer. Et c'est vrai que l'enthousiasme, la joie font vraiment partie des choses qui, moi, m'animent. Donc, joueur, voilà. Joueur. Alors, approfondissons, François Vitouzet, la réflexion. Jacques Ellul souligne que la technique est le propre de l'homme. La technique est le propre de l'homme. Vivatech, c'est le salon de l'innovation, de la technologie. Question sémantique, quelle définition donnez-vous de la technologie aujourd'hui? Alors, nous, la technologie, c'est tout ce qui va faire usage notamment du digital ou de nouvelles manières d'utiliser des outils qui ne sont pas directement liés à une action humaine. Donc, c'est tout ce qui va nous ouvrir des nouveaux champs de compétences, des nouveaux champs d'action, en ayant une intermédiation entre l'homme ou la femme et l'action qui va avoir lieu. D'accord. Et innover. Innover, quelle est la définition que vous pourriez donner d'innovation? Aujourd'hui, innover. Alors, c'est une question qu'on se pose tous les ans, puisque la question, c'est de se dire à quel niveau on va considérer qu'une pensée, parce qu'une pensée peut être innovante, ou qu'une action va être innovante. Peut-être que quelqu'un qui se lève le matin dans un pays avec une nouvelle approche du monde va être innovant. Peut-être qu'un écrivain qui tout d'un coup essaye une nouvelle forme stylistique va être aussi innovant. Nous aujourd'hui, entre guillemets, on va se cantonner
et déjà ça nous occupe beaucoup, sur des innovations qui ont lieu à ce que je disais, c'est-à-dire c'est autour de la technologie, comment est-ce qu'on est capable d'étendre le champ d'action, la portée de l'homme dans son environnement, dans son travail et dans la société. Donc de manière très concrète, c'est comment est-ce que des gens prennent le digital, prennent la tech, comme on dit, pour faire des choses dont on ne pensait pas avant qu'elles étaient possibles. C'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que vous venez de souligner voilà, jusqu'où l'homme peut-il aller, jusqu'où la technologie peut-elle aller. C'est une question que je vous pose. Quelles sont les limites de la technique aujourd'hui? Jusqu'où peut-elle aller? Et finalement, quelles seraient les limites à ne pas dépasser? Moi, j'avais un professeur de philosophie à qui un jour on avait posé la question est-ce que la science est finie? Est-ce qu'un jour on se dira on a tout découvert et on sait tout du monde? Alors c'est peut-être une question effectivement qu'on peut poser à l'innovation et à la technologie. Moi, je pense que la question n'est pas la finitude de la technologie, mais c'est la finitude du cerveau humain. C'est-à-dire que notre capacité à innover et faire de la technologie, elle est forcément cantonnée à un moment ou à un autre à ce que notre cerveau peut comprendre, projeter et assimiler. Sans faire de la mauvaise science-fiction, nous aujourd'hui on vit dans 3 dimensions spatiales, plus une quatrième dimension qui est le temps. On sait très très bien en sciences, physique, en mathématiques, il y a une infinité d'autres dimensions. Peut-être que si nous étions capables de vivre dans un plus grand nombre de dimensions, notre façon de faire l'innovation serait complètement différente et irait explorer des choses qui seraient peut-être inatteignables, inaccessibles par qui nous sommes aujourd'hui. Donc je pense que la question n'est pas tant de la finitude de ce que l'on peut découvrir et de ce que l'on peut faire avec la technologie, mais plutôt de ce que nous, en tant qu'êtres humains, avec nos limites, qui sont celles globalement de notre corps et de notre cerveau, on est capable d'absorber. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est peut-être la question de se dire, est-ce que la technologie peut nous aider à repousser ces limites qui sont les nôtres aujourd'hui? Alors il y a des gens qui pensent effectivement que la technologie un jour peut nous permettre par exemple de repousser la question de la mort. Vous voyez, aujourd'hui, c'est des discussions très en vogue dans la Silicon Valley. Voilà, il y a des discussions aussi sur est-ce que la tech, un jour, peut nous permettre, dans une vision quasiment transcendantale, de dépasser qui nous sommes en devenant des purs esprits, vivant un peu, vous savez, comme dans le film Matrix, dans un autre univers qui va être composé, ou dans le cloud, etc. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas tant de se dire est-ce que ça va avoir lieu, et objectivement, les personnes qui vont vous dire aujourd'hui, je sais que ça va avoir lieu, c'est un menteur. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt que ça crée des utopies, et qui du coup génère une dynamique, un mouvement qui emmène cette technologie, et du coup qui nous emmène tous vers quelque chose de différent, vers quelque chose aussi qu'on peut appeler le progrès. Alors c'est un mot qui est un petit peu, j'allais dire, galvaudé depuis le 19e siècle, mais je pense qu'il y a peut-être nécessité à réinvestir de sens et d'usage. Alors vous parlez d'utopie, je trouve très intéressant, mais alors finalement faire rêver les personnes, n'est-ce pas aussi, je dirais, les engouffrer dans un puits sans fond? Parce que rêver, il y a un moment, il faut être réaliste, et on peut se dire, mais on n'y arrivera jamais. On nous dit, voilà, la technologie va faire ça, on est toujours au point mort. Mais est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que refuser le rêve ou le désir aux gens, c'est pas là où on les condamne à rester dans les ténèbres? Est-ce qu'au contraire, l'idée du rêve, l'idée, et j'aime bien le lier aussi au désir, qui est une force motrice, au contraire, c'est elle qui nous permet de défier l'existant, de se dire qu'autre chose va être possible, et c'est le lien aussi avec la volonté. Ce qui est intéressant avec l'utopie, qui n'est pas tout à fait exactement la même chose que le rêve si on pinaille, c'est qu'elle permet aussi de synchroniser, c'était un peu, sans faire Schopenhauer, de synchroniser les volontés, la volonté, et les amener vers un même point, et du coup de faire progresser tout le monde.
Mais après, ce qui est intéressant dans une utopie, c'est pas d'en avoir une croyance sectaire, j'allais dire religieuse, c'est un autre sujet, de garder toujours une distance et de le vivre comme une espèce de point alpha à les rejoindre. Ça, c'est intéressant. Et je pense vraiment, c'est peut-être le côté joueur dont je parlais tout à l'heure, que le rêve, le désir, la volonté, au contraire, sont extrêmement intéressants. Et c'est l'absence de ça qui est beaucoup plus négative pour les gens et pour le progrès. Peut-être une question pour nos téléspectateurs, nos auditeurs. Quelle différence faites-vous entre technique et technologie? Parce que depuis tout à l'heure, on utilise les deux mots. Et quelle est la nuance? Alors, pour moi, la technique, c'est une façon de faire. C'est-à-dire que faire un vase en argile, c'est une technique. D'accord. Oui. Et faire tourner le tour avec une ficelle et des choses comme ça, d'une certaine façon, c'est une technologie. Je pense qu'aujourd'hui, donc du coup, les techniques s'apprennent, oui, et les technologies s'appliquent. D'accord. Voilà. Oui. Alors après, je pense qu'autour de la technologie, on met nous quelque chose qui est lié aussi à tout ce qui va avoir trait à l'électronique, au digital, à toutes ces nouveautés, ces nouveaux instruments qui sont apparus à partir du XXe siècle. Alors, on va parler de technologie, puisque vive la technologie. Les nouvelles technologies, à votre avis, forment-elles ou transforment-elles l'humain? Alors ça, alors moi je suis toujours plutôt dans une logique, je suis un petit peu old-fashion, et j'aime beaucoup la pensée de Sartre sur l'existentialisme. C'est-à-dire j'adhère beaucoup à l'idée que l'être humain, évidemment, il y a des contingences, il y a le social, etc., mais d'une façon intrinsèque, l'histoire n'est pas écrite, le destin n'est pas écrit, et l'individu n'a pas d'essence, mais il a son existence. Et ce que je trouve intéressant justement avec la technologie, et moi j'y vois beaucoup plus quelque chose qui est de l'ordre de l'émancipation, qui nous permet d'atteindre encore plus de ce que l'on a envie de faire et d'être, que d'être au contraire dans une logique où on se dit la technologie au contraire nous enferme, nous contraint, nous emprisonne, voire nous domine. Voilà, alors ça c'est mon côté extrêmement, optimiste. Alors, vous allez peut-être dire que je suis candide, parce que voilà, la façon dont on peut, alors, parce que vous pouvez dire, c'est sympa François Bitouzé ce que vous nous dites, mais c'est vous. Je pense que pour en être certain, il faut aussi se donner la capacité dans nos sociétés, dans la cité avec un C majuscule, d'avoir un regard surplombant quand même sur ce qui se passe sur la technologie, justement pour éviter que ça puisse dériver vers d'autres choses. Donc moi j'y crois, mais je resterai toujours plus rassuré si on est capable de créer un environnement dans lequel la technologie n'est pas, complètement livrée à elle-même, mais comme toutes les autres activités humaines quand on fait société, elle a aussi des limites, et en tout cas des interrogations sur ce qu'elle fait et où elle va. Alors les interrogations, je rebondis, François Bitouzé, sur ce que vous venez de dire, sur le côté de l'aliénation. Aujourd'hui, plus nous avons de nouvelles technologies, plus finalement, d'une certaine manière, l'homme s'en sert, et je veux dire, s'en sert et se retire derrière elle. Autrement dit, laisse la nouvelle technologie passer. N'y a-t-il pas une certaine aliénation? L'homme n'est-il pas en train de perdre sa liberté, ce qui le fait être qui il est, face aux nouvelles technologies qui sont en train de le remplacer? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que la technologie, les nouvelles technologies, nous permettent de faire plus ou de faire différemment. Et à partir du moment où nous avons cette bascule dans quelque chose de nouveau, on va gagner quelque chose, mais potentiellement, on abandonne aussi quelque chose. De manière peut-être un peu caricaturale, le jour où l'homme a commencé à maîtriser le feu, il a forcément abandonné quelque chose, il est devenu dépendant du
feu. Et on voit bien dans Koh-Lanta, quand il n'y a pas le feu, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que c'est une aliénation? Ce que je veux dire, non, mais je plaisante volontairement, et voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, toute évolution, tout progrès consiste à abandonner des choses. La question de l'aliénation, c'est pas est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on n'abandonne pas, c'est de se dire est-ce qu'on met en risque quelque chose qui est fondamental dans l'humain, qui peut être la liberté, qui peut être la capacité de penser par soi-même, la liberté de conscience et des choses comme ça. Il ne me semble pas que la technologie en elle-même implique cela, mais la question c'est l'usage qu'il en est fait et la capacité aussi des sociétés à se dire si on utilise les technologies dans ce sens, là il y a un risque d'aliénation. Mais cette interrogation-là, je pense que c'est ce qui est le plus dur à faire, puisque les technologies, nous le voyons à la technologie, elles vont extrêmement vite. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des technologies qui arrivent, qui sont passionnantes, qui nous permettent de faire plein de choses. On les adopte et on se dit, on verra bien les conséquences après. On a des politiques qui courent après, qui essayent de réglementer, mais en général, quand ça arrive, c'est trop tard, ou alors ça réglemente, un truc c'est avant, voilà. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, sur l'intelligence artificielle, il y a énormément de débats. Est-ce que l'intelligence artificielle, ça va faire de nous des revues de la société? Est-ce que ça va détruire le travail? Est-ce que ça va ouvrir au contraire à une société d'abondance? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Je trouve très bien et très intéressant qu'il y ait ces discussions-là, parce que ça montre que les gens, les citoyens, les politiques, les entreprises, voilà, les pouvoirs publics ont compris que la tech, c'était quelque chose, je vais paraphraser, c'était Clémenceau qui disait que la guerre était quelque chose de trop important pour être confié seulement aux militaires. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est se dire la technologie est trop importante pour qu'elle soit confiée seulement aux gens qui font de la technologie. Et je trouve que ces débats sont extrêmement intéressants. Peut-être que ce qui est dit dans ces débats, je ne trouve pas toujours du meilleur niveau, mais il est extrêmement important qu'ils aient lieu et que ces questions soient posées. Mais alors, finalement, face à cette nouvelle technologie, n'y a-t-il pas, ou enfin, on pourrait dire de la manière suivante, les nouvelles technologies ne créent-elles pas, ne sont-elles pas en train de créer des inégalités envers les humains? Parce que tout le monde ne peut pas s'offrir ces nouvelles technologies. Quand on voit le grand salon Vivatech, on se dit, voilà, c'est des prix quand même assez, parfois, les nouvelles machines, etc. On se dit, mais voilà, c'est en train aussi de former une société où il y a des différences et des inégalités. Oui, tout à fait, mais c'est des questions d'inégalité d'accès. Oui. Voilà. Et il me semble que tout le parcours de l'humanité n'est pas de dire nous n'allons faire que des choses où il n'y aurait pas d'inégalité, mais c'est plutôt de faire des choses et de se dire comment, en les installant, on va lutter contre les inégalités. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, la lecture, on peut dire que ça crée des inégalités, il y a ceux qui lisent, ceux qui ne lisent pas. Ce qui est intéressant, c'est de créer les écoles, pour permettre au plus de gens possible de lire et d'avoir accès. Donc il ne me semble pas qu'il y ait du coup un sujet sur l'essence de la technologie, mais à nouveau c'est qu'est-ce que la société, qu'est-ce que le collectif, qu'est-ce que la cité veut en faire et est prête à piloter. Si aujourd'hui la technologie c'est faire des startups pour que des gamins de 25 ans américains aillent vivre sur les îles Caïmans avec 2 milliards d'euros, ça n'a aucun intérêt. Si c'est faire une start-up comme une qu'on a vue à Vivatech, cette Prima, qui utilise l'intelligence artificielle pour repérer, bien avant qu'il y ait des symptômes, des cancers du sein chez les femmes pour réduire la mortalité de 20%, tel est le cas aujourd'hui de cette start-up, il n'y a plus le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette question de l'inégalité, elle n'est pas générée par la technologie, elle est générée par une société qui peut tolérer que effectivement l'accès aux technologies ne soit pas le même pour tout le monde, la compréhension de la technologie ne soit pas la même pour tout le monde, et aussi la répartition des bénéfices de cette technologie. Mais ça va nous ramener à mon point sur l'utopie.
Et c'est là où c'est intéressant, Oui. parce que peut-être que ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait justement une société où les jeunes, mais aussi les seniors, ont la même compréhension de la tech et il n'y a plus d'exclusion à cause du numérique. Comment est-ce qu'on réfléchit sur quel type de technologie on investit, etc., etc. Mais ça, ce sont des questions déjà qu'il faut poser et auxquelles il faut trouver des réponses. Et une fois qu'on a trouvé des réponses collectivement, on applique, mais comme pour tout le reste. Et quelle est la première responsabilité morale d'un créateur, celui qui crée des nouvelles? De ne pas se faire confiance à lui-même pour savoir si son innovation va être bonne ou mauvaise. Non, mais franchement, j'en suis absolument persuadé. Je pense que l'innovateur est celui qui va avoir envie de repousser des limites, il va avoir envie de trouver des nouvelles solutions, peut-être qu'il va être excité par le défi à relever, mais cette énergie-là, cette volonté-là, cette dynamique-là, moi je pense qu'elle n'est conduite presque que par elle-même. Et d'ailleurs on voit beaucoup, nous on appelle ça les serial entrepreneurs dans les startups, c'est des gens, ils font une startup, ça casse la baraque, excusez-moi l'expression, ils s'emmerdent, ils vendent tout, ils en refont une autre, alors que, vous voyez, ils pourraient vivre leur vie tranquillement. Donc il y a une espèce d'excitation de la découverte pour la découverte, et c'est la même que le scientifique. Est-ce que quand vous travaillez sur le nucléaire, est-ce que vous vous dites vraiment, est-ce que ça va sauver l'humanité? Non, je pense qu'il y a un moment, cette envie de lever le voile sur des choses qui sont inconnues et tout d'un coup qui vont devenir du savoir, c'est en soi-même un vrai, un vrai driver, excusez-moi l'anglicisme. Et du coup, la question autour, c'est les gens qui sont capables de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va l'amener vers quelque chose de positif, est-ce que ça va être utile? Et vous voyez, je reviens souvent sur l'enjeu du collectif, oui. Parce que je crois vraiment que le sujet de la technologie aujourd'hui n'est pas le sujet d'un individu ou technique, ou d'un outil, d'un device, etc., mais vraiment de ce que l'on veut en faire. C'est très très important à comprendre. On parle d'innovateur ou de créateur? Moi je trouve que créateur, c'est très personnel. Le créateur, je l'emmène plutôt vers des questions artistiques. Ce qui est intéressant dans l'innovateur, normalement, dans les définitions qu'on en donne, c'est évidemment la création de quelque chose de nouveau dans un champ business, scientifique, etc., mais qui derrière est capable aussi, qui est vraiment effectif. Le créateur peut aussi créer une œuvre ou un truc comme ça. On ne dit pas, Michel-Ange, quand il a sculpté la Pietà, il n'a pas innové. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense vraiment que le créateur, il peut être aussi sur des questions esthétiques, voilà. Et l'innovateur, on va le cantonner à des activités industrielles, économiques, ce genre de choses. Alors au niveau on parle souvent de créateur, et c'est une question assez métaphysique. On parle souvent de créateur dans le domaine religieux, Dieu créateur. Quelle est la place, en tant que directeur général de Vivatech, quelle est la place de la métaphysique du religieux dans ces nouvelles technologies? Alors, vous seriez surpris de voir le nombre de prises de parole, par exemple, du Vatican sur les technologies. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est souvent très intéressant. Mon sujet, c'est pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il se trompe, etc. Mais en tout cas, voilà, ça raconte bien quelque chose. Et en tout cas, je pense qu'il peut y avoir dans la technologie, justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la capacité d'ouvrir le champ des possibles, une tendance parfois à la mégalomanie ou des choses comme ça, qui peuvent toucher à des enjeux religieux. Et on parlait tout à l'heure des questions du progrès, le positivisme et ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a des gens à qui vous pouvez avoir des discussions dans la technologie qui vous disent
on va changer l'humain, on est en train de créer l'humain de demain, et là on touche, c'est vraiment pour des créateurs, pour des démiurges. Mais c'est avec cette impression à nouveau que la technologie peut tout permettre, et on en a parlé au début, c'est pas forcément ça le sujet. Alors c'est peut-être ma dernière question, une des dernières questions, parce que vous me faites très bien la transition. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, est-on en train de machiniser l'humain ou d'humaniser la machine? Moi, je ne pense pas qu'on soit en train de... je ne pense pas qu'on soit en train d'humaniser la machine. Et je suis absolument persuadé que ce qu'on appelle intelligence artificielle est une illusion où on a une machine qui, quelque part, nous tend un miroir dans lequel on se reconnaît, et du coup, on a l'impression de reconnaître la machine comme nous, alors qu'en fait, pas du tout, ce n'est que nous. Ce que je trouverais plus intéressant que de se dire, on va essayer de recréer une intelligence humaine avec du silicone, des zéros, c'est de se dire, mais si on essayait plutôt d'inventer autre chose, si on essayait de vraiment créer une intelligence artificielle, mais autre, alternative, ça, ce serait intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginons que, c'est comme si on disait, on va rencontrer des extraterrestres. Est-ce que si on rencontre des extraterrestres, vous avez envie qu'il y ait un vaisseau spatial et il y a François Bitouzé qui descend? Vous avez envie d'avoir une altérité complète? C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faudrait un jour essayer de se dire, c'est ça qu'on a envie de faire avec l'intelligence artificielle. Alors je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en gros l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est répondre au téléphone à la place des gens quand votre téléphone ne marche pas. Donc on est quand même très 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 loin de ça. Donc moi je ne crois pas qu'on ait des machines qui s'humanisent, voilà. Et sur le devenir machine de l'homme, je ne sais pas si c'est une peur, un fantasme, mais à partir de la création de l'outil, ce qu'il n'y a pas, enfin je veux dire, l'outil n'est pas différent de moi. Quand je conduis la voiture, je suis la voiture. Si je suis un chirurgien et que je regarde dans un microscope, ma vue, je deviens le microscope. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que l'outil est utile, c'est pas juste un additif ou quelque chose ou une attelle, c'est je deviens, et d'ailleurs les gens qui maîtrisent le mieux les outils, d'ailleurs on parlait des créateurs, des artistes, c'est justement cette fusion, mais ils la poussent, mais tous, vous et moi, dès qu'on utilise un outil, il devient nous, on devient l'outil, le temps de l'utiliser, puis après c'est terminé. Et c'est ça l'outil. Donc il n'y a pas l'humain ne devient pas machine. François Bitouzé, ma dernière question, une question sociétale. Aujourd'hui, dans le métro, dans les transports en commun, on voit toutes les personnes qui sont sur leur téléphone, etc. Autrement dit, la nouvelle technologie n'est-elle pas en train de renfermer l'homme sur lui-même? Et à tous les étudiants qui nous écoutent, quels conseils pourriez-vous donner pour rester humain et que la technologie soit au service du bien commun? Alors, moi je reste toujours très intéressé par la grille de lecture de Karl Marx sur le rapport entre la société et les outils de production. Et après, on peut aussi se dire, la technologie, celle qu'on vit aujourd'hui, c'est un outil de production comme un autre. Et si on écoute Marx, et ça peut être intéressant, c'est de se dire, du coup, on a une société qui correspond à nos outils de production, qui sont la technologie, comme on a eu une société qui était liée à la machine-outil et ce genre de choses. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on est pour ou on est contre, c'est de se dire cette société, c'est peut-être ça qui est nouveau, et on est peut-être aujourd'hui dans une logique de les anciens et les nouveaux. Bon, moi je suis peut-être plutôt un ancien qui a de la chance parce qu'il est assez en contact avec les nouveaux. Et voilà. Après, tout n'est pas, il ne faut pas juste accepter les choses en se disant c'est comme ça, c'est du déterminisme. Moi je pense que pour les jeunes aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de lire, de continuer de lire. Et on peut lire sur un écran, l'enjeu, il n'y a pas de fétichisme du livre avec des pages, mais c'est extrêmement, extrêmement important. Et deuxièmement, c'est beaucoup de choses qu'on a évoquées aujourd'hui, il faut toujours se retenir de faire de l'anthropomorphisme avec la tech et le digital. Plus on continue de garder
un rapport clair à tout ce qui n'est qu'à la fin que des outils, même s'ils sont ultra puissants. Ça permet de rester clair sur qui on est, ce que l'on veut, où est-ce qu'on a envie d'aller, et qu'est-ce qui est du coup le propre de l'individu. Mais il est, comme à chaque fois, à inventer dans cette nouvelle société. Merveilleux. Merci François Bitouzet de m'avoir reçu. Merci pour la profondeur de votre réflexion qui laisse vraiment à réfléchir, à nous interroger. Vous nous avez interrogés et c'est super. Je crois que nos étudiants en seront ravis. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao, ciao.